Quatrième étage. Bon allez, pas rentrer, on va finir cette vidéo. Enfin. Ouverture des portes. Dossier. Non, je suis là. Ici. Là-haut. Non, là. Voilà. Coucou. Mais c'est quoi ce truc? Ah non, hein, on dit pas truc, hein. Tu restes poli, ok? Ouais. Et vous êtes qui? Je suis ton esprit d'analyse. Mon esprit d'analyse. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Je souhaiterais qu'on parle un peu de ma charge de travail. Parce que ces derniers temps, tu m'as quand même pas mal éprouvé. Du coup, j'aurais aimé négocier quelques jours de congé. Des jours de congé. Je suis en train de parler à mon subconscient. Tout va bien. Non, non, tu parles à ton esprit d'analyse. Moi, je suis avec tes pensées. On est potes, des fois on sort, c'est cool. Ton subconscient, c'est le mec du bureau d'en face. Un vrai connard asocial. Alors t'évites de confondre, ok? Et sinon, pour mes RTT, on fait comment? Bah, dans la mesure où je suis sur Ulysse Dossier saison 2, là, je vais avoir besoin de toi. Genre vraiment besoin de toi. Donc je pense pas que ça va être possible, en fait. Bon, j'en ai marre. Le syndic est formel. J'ai des droits. Alors si tu me donnes pas ce que je veux, je me mets en grève et j'embarque tout le monde avec moi. Non, mais de toute façon, c'est pas possible. C'est moi qui décide, en plus. Non, c'est bon. Mémoire, viens ici. Mais je suis où, là? Subconscient, tu sors de ton bureau, les pensées et tout. Tous en grève, tous en grève, tous en grève, tous en grève. Oh, putain. Faut vraiment que j'arrête ces conneries, moi, ça ne va plus. Ouais, faut vraiment que t'arrêtes. Oh, putain! Bonjour à tous, ça faisait bien longtemps que je ne vous avais pas parlé en vidéo. Alors, dans cette première partie, nous allons parler de l'ordre des Templiers. Vous vous souvenez quand je vous disais il y a un peu moins d'un an que nous aurions affaire à eux? Eh bien ça y est, c'est confirmé. Bon, ok, les Templiers n'étaient pas une organisation secrète menée par Mrs. S et ses agents. Mais à culpa, voilà, maintenant que c'est dit, nous allons revenir sur les différents indices qui nous étaient donnés dans la saison 1. Un petit rappel historique s'impose. Les Templiers étaient les membres d'un ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen-Âge appelé Ordre du Temple. Cet ordre fut ouvert le 13 janvier 1129 à l'occasion du Concile de Troyes. Pendant les 2 siècles suivants, il participa à l'accompagnement et à la protection des pèlerins pour Jérusalem durant la guerre sainte et les croisades. Chevaliers d'une armée occulte et mystérieuse, ils menèrent à bien des missions à travers l'Europe d'Occident, financées par un réseau de monastères appelé commanderies, et ils devinrent un interlocuteur privilégié des puissances de l'époque, notamment pendant les croisades. Une accusation d'hérésie entraîna la fin tragique de l'ordre par sa dissolution en mars 1312. Depuis, nombre de spéculations et de légendes firent leur apparition, et la web-série Ulysse ne fait pas exception à la règle. Le premier indice qui pouvait nous mettre sur la piste des Templiers était dans l'épisode 4. Il s'agissait des tasses dont Ulysse et M&M se servent. Alors, vous me direz qu'il fallait être sacrément perspicace pour trouver un lien entre un objet aussi commun et un ordre vieux de plus de 800 ans. Et rassurez-vous, je ne l'avais pas fait moi-même au départ. Il a fallu attendre l'épisode 5 pour que je regarde plus en détail le symbole présent sur les tasses. Pardon.
les mugs. Il s'agit de la croix de Malte, similaire à la croix pâtée rouge que l'on peut trouver sur les uniformes, les boucliers, les étendards, bref, sur tous les objets plus ou moins liés à l'ordre des Templiers. Comme vous le savez, à la fin de l'épisode 5, l'esprit d'Ulysse est bousculé par une série de flashs très rapides. 2 de ces souvenirs vont nous intéresser puisqu'ils sont des indices directement liés à l'implication des Templiers dans l'histoire. Tout d'abord, un sceau. Non, pas un sceau comme celui-là, mais un sceau. Voilà, celui-là. Celui qui est présenté dans la série s'appelle Soleil et Lune. C'est un sceau anglais du XIIIe siècle découvert au XIXe siècle dans la ville de Saint-Père-en-Retz, en Loire-Atlantique, sur le site d'une commanderie de Templiers. Le 9e indice était une pyramide composée de plusieurs étages. Cette pyramide n'est autre que la description de l'organisation hiérarchique de l'ordre du Temple. On y trouve le maître, dont le rôle était surtout représentatif, mais il décidait de l'engagement de l'ordre dans une bataille. Sous ce dernier se situe le sénéchal, dont le rôle consistait à remplacer le maître lorsque celui-ci était absent. Plus bas encore sur l'image, on trouve de gauche à droite le maréchal, qui constituait l'autorité militaire suprême de l'ordre, et les commandeurs. On passe ensuite à l'épisode 6, on y apprend le nom de Nora, personnage qui est à l'origine de l'apparition de ces images subliminales dans l'épisode précédent. Son nom est Pain. Oui, P-A-Y-N-S. Figurez-vous que je me suis renseigné, il s'agit de la prononciation d'origine. Alors même si elle n'est pas tip-top, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règles. Mais bon, du coup je comprends pourquoi ils l'ont quand même changé dans la série. Lors de mes précédentes recherches, j'avais déjà croisé ce nom. Et pour cause, une autre petite leçon d'histoire s'impose. Hugues II de Payns était le fondateur et le premier maître de l'ordre du Temple. Nous revoici encore confrontés aux Templiers. Ça commence à faire beaucoup. Nous venions de trouver le lien entre Nora et cet ordre, il nous restait maintenant à découvrir la nature de ce lien. Pour cela, il faudra attendre l'épisode 9. C'est dans cet épisode que nous faisons la connaissance de George Payns, dernier descendant mâle de Hugues de Payns dont nous avons parlé juste avant. Nora est sa fille, et si vous êtes comme moi attentif au moindre dialogue, vous savez maintenant pourquoi Ulysse dit à Charlie dans l'épisode 8 qu'elle était partie faire une course pour son père. La fameuse mallette dont je vous parlerai dans un futur épisode. Comme quoi, une simple phrase peut se révéler être un indice très important. Nous retrouvons encore le symbole des Templiers 2 fois dans cet épisode, l'un sur l'épée donnée à Ulysse par George Payns, et l'autre épinglé à la veste de ce dernier. Alors, quel est le lien entre Ulysse et les Templiers? Était-il l'un des leurs dans le passé? Se servait-il de lui pour mener à bien des missions secrètes visant à asseoir leur autorité sur le monde? Le protège-t-il vraiment, ou bien contrôle-t-il son esprit? Ce qui est sûr, c'est qu'une destinée universelle l'attend. Les légendes sur le trésor des Templiers sont-elles fondées? Un trésor n'est pas forcément fait d'or et de pierres précieuses, il peut s'agir de la connaissance, du savoir, de l'omniscience, ou encore de la découverte de capacités extraordinaires pour un être humain comme vous et moi, mais peut-être moins pour quelqu'un comme Ulysse par exemple. Mais qu'est-ce que tu fous là? La question d'Elena n'est pas du tout anodine, j'ai peut-être une explication pour vous. Mais avant d'aborder cela, faisons ensemble un petit récapitulatif de la situation. Dans l'épisode 10 de la saison 1, nous apprenons qu'Ulysse parcourt le temps depuis plus de 700 ans. Je ne vous apprendrai donc rien en disant qu'il est immortel depuis longtemps, très longtemps. Cependant, ces fameux 700 ans m'interpellent, surtout lorsqu'on sait que les événements de la série se déroulent en 2012, et que l'ordre du Temple a été, comme vous le savez maintenant, dissous en 1312, soit exactement 700 ans auparavant. Bref, nous n'allons pas encore une fois revenir sur les hypothèses liées aux Templiers. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que pendant toutes ces années, Ulysse a participé à des événements historiques de grande ampleur, dont certains ont encore des conséquences aujourd'hui. Selon George Payns, Ulysse a parcouru le monde pour nous sauver. Alors de qui? De quoi? Mystère. Nous y reviendrons à la fin de cette partie. Pour le moment, je vous propose de nous concentrer sur certains de ces moments historiques. La première image est issue d'un tableau peint entre 1805 et 1807 par Jacques-Louis David, le peintre officiel de Napoléon Ier. Il représente une des cérémonies du sacre de l'empereur et du couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Cette autre image représente l'entrée d'Henri IV à Paris. Il s'agit d'une huile sur toile du baron François Gérard, installée à la galerie des batailles à Versailles par Louis-Philippe où elle se trouve encore. Quant à la scène de cette nouvelle image, elle représente l'explorateur espagnol De Soto arrivant sur les rives du fleuve Mississippi à proximité de l'actuel Natchez le 8 mai 1541. Il est considéré comme le premier Européen à avoir vu le Mississippi. Il s'agit d'une huile sur toile de William H. Powell, achevée en 1853. L'image suivante est une scène de la signature de la Constitution des États-Unis, peinte par Howard Chandler Christie.
La Convention de Philadelphie a eu lieu du 25 mai au 17 septembre 1787 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Initialement prévue pour traiter des problèmes aux États-Unis suite à l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne déclarée le 4 juillet 1776, elle résulta en la rédaction et l'adoption de la Constitution des États-Unis, toujours en vigueur aujourd'hui. Cette image est très spéciale, car elle était déjà présente dans l'épisode 5. C'était un indice très furtif qui nous était déjà donné à cet endroit. Seul un arrêt de la vidéo à un instant précis permettait de distinguer les traits d'Ulysse au milieu de cette foule de personnes. Bon, je ne vais pas vous détailler tous les événements évoqués ou représentés dans la série car il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. En voici une liste non exhaustive. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le traité de Versailles, les manifestations de mai 68, l'affaire Dreyfus, la bataille d'Austerlitz, la route des Indes, la naissance de Louis XIV, l'invention de l'imprimerie, le serment du jeu de pommes, qui était aussi présent dans l'épisode 5 soit dit en passant, et même la sortie du premier Star Wars en 1977. Tous ces moments historiques sont très importants et leurs retombées aujourd'hui sont encore très grandes. Et ce ne sont pas les fans de Star Wars qui me contrediront. Mais alors, pourquoi Ulysse était-il présent lors de chacun de ces événements? Les Templiers ont-ils façonné notre monde et ses lois depuis le début? C'est possible, mais rien n'est sûr. Plus que le temps, la mémoire est également une chose très liée à l'univers d'Ulysse. Sa présence sur les lieux où notre histoire s'est construite serait-elle purement et simplement une façon de stocker en mémoire tous ces événements? Après tout, il a été témoin de l'histoire de chacun. Tout ce qu'il a vu et vécu est verrouillé quelque part dans son crâne. Cette phrase ne vous rappelle rien? Alors, entre pouvoir et connaissance, quel est le bon choix? L'un des deux est peut-être susceptible de nous sauver. Pour terminer cette partie, il y a une mission, un événement dont je ne vous ai pas parlé. Celui qui va changer la vie d'Ulysse à jamais. Celui qui a impliqué Emily Somerville. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Dans cette partie, nous abordons une des grandes révélations de la fin de saison 1. Charlie Fitz, le général Fitz, dictateur usant de propagande à outrance pour se proclamer le sauveur de la nation. Il est difficile de s'imaginer que Charlie puisse être le général Fitz, mais tout porte à croire que c'est le cas, donc bon. Attardons-nous un peu sur ce personnage de Charlie dont les réactions et dialogues paraissent plus que suspectes après toutes ces révélations. On était loin de se douter que le bon ami d'enfance d'Ulysse allait devenir ce personnage aussi influent dans le futur. Non mais attends, le bon ami d'enfance d'Ulysse? Mais je croyais qu'Ulysse était immortel depuis plus de 700 ans. Justement, c'est là que les choses commencent à devenir très bizarres. Si Ulysse a 700 ans, comment Charlie peut-il être son ami d'enfance? Ce qu'il affirme à plusieurs reprises dans la série. Dans la même catégorie, comment peut-il dire à Ulysse dans les yeux qu'il ressemble de plus en plus à son père dans l'épisode 2? Clairement, Charlie n'est pas celui qu'il semble être. Mais comment expliquer ça? Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. Il a peut-être été manipulé pour être proche d'Ulysse et surveiller ses mouvements. Sa manipulation semble d'autant plus cohérente lorsqu'on se souvient de son échange avec Nora lors de l'épisode 7. De plus, l'un des collèges à l'université d'Oxford dans laquelle il a soi-disant étudié s'appelle Somerville. Mais ce n'est peut-être qu'une simple coïncidence. L'autre hypothèse serait que Charlie savait pour Ulysse et ses pouvoirs, et qu'il était là pour veiller sur lui et éviter tout problème, éviter que les pouvoirs d'Ulysse ne prennent le dessus sur lui. On voit d'ailleurs très bien comme il contourne la question lorsque le passé d'Ulysse est abordé par un personnage ou par Ulysse lui-même. Il faut éviter de tirer des conclusions trop hâtives. Ce n'est pas parce qu'on sait que Charlie va devenir le général Fitz qu'il est forcément du côté des méchants. D'ailleurs, actuellement, on n'est même pas encore sûr de savoir qui sont les vrais méchants de l'histoire. Une seule chose est sûre, c'est que l'on attend avec impatience l'élément déclencheur qui fera du Charlie que l'on croyait connaître l'un des personnages les plus influents du futur. Alors voilà, cet épisode 1 d'Ulysse Dossier est à présent terminé. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre ma page Facebook, à me suivre sur Twitter ou encore à vous abonner à la chaîne pour rester au courant de toutes les dernières nouveautés concernant Ulysse et plus encore. Sur ce, c'était le dossier, à bientôt, Ulysse m'en vôtre.